Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Demain s'ouvre la 17e Semaine nationale de la culture, Bobo 2014, pour permettre à nouveau une expression de nos cultures et pour un brassage avec les autres cultures. Tout à l'heure, nous serons en direct de Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso, l'économie le dispute à la culture, puisque le Premier ministre bénin Luc Adolphe Tchao, après un séjour hier dans le Kourétenga, a remis aujourd'hui 300 tracteurs aux producteurs burkinabés et visité la Sofitex. Ainsi donc, le grand jour tant attendu par les artistes, les mélomanes et les spécialistes de la culture est arrivé. La Semaine nationale de la culture ouvre ses portes demain, 30 ans après Gawa 1984. Le Sud-Ouest est déjà dans la ville du Sia avec de nombreux artistes qui vont compétir dans différentes catégories. Il s'agit de 6 troupes en art du spectacle, des représentants en art culinaire et en sport traditionnel. Les ambassadeurs du Sud-Ouest se sont bien entraînés avant de prendre hier le chemin de Bobo Dioulasso. Reportage Christophe Da. Après la clôture de la semaine régionale de la culture du Sud-Ouest le 29 octobre dernier, les candidats retenus pour représenter la région le 22 mars prochain à la phase finale de la semaine nationale de la culture SNC Bobo 2014 ont eu quelques 5 mois pour affûter leurs armes sous la coupe des responsables culturels de la région. À 3 jours du grand rendez-vous, les choses se passent comme prévu. En tout cas, j'ai confiance en tous mes artistes. Vu en tout cas l'état des préparatifs actuellement sur le terrain, je me dis qu'en tout cas, il faut faire, nous espérons nous apporter de bons résultats. Au niveau de chaque province, j'ai un assistant culturel. Donc, ils sont à l'œuvre. Au moment où je vous parle même, j'échange avec eux. Donc, nous essayons de faire le tour au niveau de toutes les troupes. Nous avons effectivement suivi un de ces assistants à Nimi dans le Yoba pour une revue de troupes. À notre arrivée aux environs de 11 heures dans le village, la troupe locale qualifiée en chœur populaire pour la première fois à la SNC est en pleine séance de répétition sous un karité comme d'habitude depuis des mois. Les activités n'ont pas démarré aujourd'hui et depuis le retour des régionales, parce que là on est prêt. À près de 200 km de là, la troupe de danse traditionnelle d'Indjorme de Kamti a fait ce qu'il faut pour sa 3e participation à la phase finale de la SNC. Et nous sommes prêts pour affronter cette phase finale de la Semaine nationale de la culture, Bobo 2014. Un peu plus loin, à Gawa, dans une maison d'habitation du secteur 4, de la musique se fait entendre ponctuellement depuis 2 semaines à une certaine période de la journée. La troupe Sirakadjan du Pony s'apprête à faire son baptême du feu à la Biennale de la culture burkinabé. Nous sommes confiants et nous savons que ce que nous allons le faire, ce n'est pas bon. Nous voulons en tout cas, nous avons l'espérance d'aller gagner un prix. Gagner un prix à Bobo 2014 est un objectif affiché par tous les candidats du Sud-Ouest, mais les mécènes ne courent pas les rues de la région, ce qui ne facilite pas la tâche à ces artistes. Le problème majeur de la région, c'est comme ça. C'est quand même, nous allons représenter la région, tellement qu'on a écrit des lettres données à tous les ressortissants du Sud-Est, mais dommage, ils n'ont pas répondu à notre cri d'appel. Sinon, bon, il y a quelques individus au moins ont accepté de soutenir. Nous appelons toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider à avoir des instruments qui n'hésitent pas à le faire. Les tenues qu'on utilise pour la culture, c'est des tenues qui coûtent cher. Et où trouver cet argent, c'est difficile. J'ai pratiquement tout fait de mes propres moyens. Des difficultés qui ne plombent toutefois pas leurs ambitions. Ils comptent même aller au-delà de cette compétition nationale. À cette 17e SNC, le Sud-Ouest enverra une délégation de 112 personnes, dont 96 artistes en compétition, repartis entre l'art du spectacle, l'art culinaire et le sport traditionnel. Dans le centre-est, la troupe Toléa de Kwamtega a longuement préparé sa participation à la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Elle se produira dans la catégorie art et spectacle et sa toute dernière répétition a été supervisée par le directeur régional de la culture qui a encouragé la troupe à porter haut l'étendard de la région, Amadou Marcel To. Nous sommes à un pas de la Semaine nationale de la culture SNC 2014. Ici à Komtoega, dans la région du centre-est, la troupe Toléa s'active dans ses dernières répétitions avant le jour J. Encadreurs,
Danseurs et musiciens se concertent mutuellement afin de parfaire l'art de mouvoir le corps humain à travers le djeka, le gama et le ma. Nous sommes avec des scolaires et quand on dit scolaire, il y a des activités au niveau des écoles et ensuite concilier les deux souvent, ce n'est pas facile. Et souvent nous exploitons au maximum les périodes des congés et des vacances pour pouvoir préparer les danseuses. Nous sommes au top. En plus de la discipline art et spectacle, dont la danse traditionnelle et le chœur populaire, le Centre Est se produira dans plusieurs autres disciplines. En art de spectacle, nous avons 6 troupes. 6 troupes, dont Toléa 1, Toléa 2, pour le compte du Boulougou. Nous avons une troupe, la troupe Warba des Amsé à Koupela, 2 troupes jeunes, l'une en moderne, l'une en danse traditionnelle pour jeunes. Nous voulons faire comme nos cousins Samoro. Nous allons amener une vingtaine de lutteurs et 2 archers pour le sport. Et bien sûr, naturellement, dans l'art culinaire, nous avons 3 femmes qui vont compétir en plat lourd, plat léger et puis en boisson. Pour une 3e participation à une phase finale de la SNC, la troupe Toléa compte faire de l'occupation de l'espace, le rythme et le temps et le mouvement du corps une maîtrise parfaite afin de convaincre davantage le jury. Rendons-nous maintenant à Bobo-Dioulasso où s'ouvre dans quelques heures la Biennale de la culture. La 17e édition a été préparée avec sérieux pour continuer à donner à la culture burkinabé ses lettres de noblesse. Retrouvons Évariste Kombari avec son invité, le directeur général de la Semaine nationale de la culture. Bonsoir Évariste, comment ça va à Bobo-Dioulasso ? Entendre Évariste Kombari. Nous espérons que tout va entrer dans l'ordre pour que nous puissions retrouver notre équipe sur place à Bobo-Dioulasso pour nous faire vivre les derniers instants des préparatifs de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Nous allons poursuivre cette édition et nous retrouverons à tout moment et notre équipe déployée sur place à Bobo-Dioulasso. Le Premier ministre qui est arrivé à Bobo dans le cadre de la SNC 17e édition a procédé ce matin à la remise officielle de 300 tracteurs aux producteurs du Burkina. Des engins acquis grâce au président du Faso pour accompagner l'Union nationale des producteurs de coton UNCB en exonérant les tracteurs de toute taxe. La mécanisation de notre agriculture devrait permettre d'augmenter les productions agricoles pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Reportage Karim Sissé. Hors taxe, hors douane, prêts à être mis à la disposition des producteurs agricoles. L'initiative de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, qui a déboursé la somme d'1,959 milliard de francs CFA. Et cela grâce à l'engagement du président du Faso auprès du monde rural. Un engagement qui s'est traduit par l'exonération des taxes. L'acquisition de ces outils de travail performants marque une étape importante dans le processus de modernisation du secteur agricole. Et les producteurs ne se sont pas fait prier pour être des témoins privilégiés de l'événement. Et à l'heure actuelle, nous sommes arrivés à la modernisation de notre agriculture car il est difficile aujourd'hui, la main-d'œuvre devient de plus en plus difficile et il est tout à fait normal que nous modernisons notre agriculture. De l'avis des spécialistes du monde agricole, ces 300 tracteurs seront d'un apport capital au niveau de la production agricole. Les productions cotonnières et céréalières pourraient accroître respectivement de 20% et 10%. Et c'est là en partie la vision du gouvernement. Nous espérons qu'en injectant ici 300 tracteurs dans le monde paysan, et si ces tracteurs sont bien utilisés, selon les conseils des techniciens, je pense que nous allons vraiment assister à un véritable accroissement de la production agricole. Le coût des tracteurs varie de 6 à 12 millions de francs CFA. Les 300 engins présents ont déjà des acquéreurs. 200 autres seront mis à la disposition d'autres producteurs dans les jours à venir.
Cérémonie, le Premier ministre s'est rendu à l'usine d'égrenage Bobo 3. Cette visite a permis au chef du gouvernement de s'imprégner des réalités de travail dans cette unité après le sinistre qui s'y était déclaré. Reportage Karim Sissé. Béant Luc Adolphe Thiaw à l'usine d'égrenage Bobo 3, le Premier ministre est venu constater de visu le déroulement des travaux après le drame qu'a connu cette unité de la Société des fibres textiles, Sofitex. Du laboratoire d'analyse de semences à celui de classement de fibres, en passant par la salle des armoires et le magasin de fibres, bref, le visiteur du jour a exploré tous les compartiments. C'est un laboratoire qui est hyper sophistiqué avec des équipements et qui permet justement d'analyser la fibre et d'en avoir vraiment quelque chose, sa présentation, sa qualité, ce qu'elle représente. Et vous savez, quand on voit le coton comme ça, on ne sait pas qu'il y a tout un travail scientifique de cette nature qui se fait. Et j'ai appris avec d'ailleurs beaucoup de fierté que donc, ces laboratoires dont nous disposons aujourd'hui sont parmi les meilleurs au monde. Et même certains donc, des travaux qui sont faits ici sont pris comme référence au plan mondial. Et là, vraiment, je tiens donc à féliciter la Sofitex d'avoir compris depuis longtemps qu'il faut investir dans la recherche. Pour les responsables de la Nationale des fibres textiles, cette visite du Premier ministre est encourageante. Elle permet non seulement de lui présenter ce qui est réalisé dans cette unité, mais aussi de galvaniser les agents. C'est un honneur pour la Sofitex de recevoir encore une fois le Premier ministre, parce que ce n'est pas sa première fois. Et lorsqu'il était venu, les autres fois, c'était pour venir nous soutenir lorsqu'on avait connu les sinistres au sein de notre usine. Maintenant que tous les points qui ont été endommagés ont été restaurés, il a effectivement souhaité encore passer en visite pour encourager les travailleurs de la Sofitex. C'est en 1989 que l'usine Bobo 3 a été mise en service. Elle est la plus grande des usines d'égrenage en termes de capacité. L'usine Bobo 3 dispose de 4 égreneuses de 170 scies chacune et a une capacité d'égrenage de 500 tonnes par jour. Le Premier ministre, avant de se rendre dans le Oué, était hier à Puitenga, dans le Kouritenga. Béant Luc Adolphe Thiaw a visité différents chantiers et échangé avec les forces vives de la région. Marché à bétail, château d'eau en construction et centre de tissage pour jeunes filles ont retenu l'attention du chef du gouvernement. Reportage Abdelaziz Yagibou. Un tonnerre d'applaudissements pour souhaiter la bienvenue à l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw dans la cité de Puitenga. Accueil légendaire qui annonce une journée de visite très chargée pour le chef du gouvernement sur les grands chantiers de développement du Kouritenga. Une zone qui, de par le dynamisme de ses activités pastorales, s'est vue dotée du plus grand marché à bétail du Burkina. D'une superficie de 7 hectares, ce nouveau marché est réalisé par le ministère des Ressources animales et comporte des abreuvoirs, un château d'eau d'une importante capacité, un forage à pompe submergée fonctionnant à l'aide de panneaux solaires. Parmi les diverses activités économiques de Puitenga, le tissage, un savoir-faire culturel qui se transmet de génération en génération. Ici, dans le village de Pouessin, c'est un groupement d'une centaine de femmes, dont des fillettes scolarisées ou non, qui s'adonnent à ce métier. Nous tirons l'essentiel de nos revenus de cette activité. Elle nous permet de payer la scolarité de nos enfants. Cependant, nous sommes confrontés à un problème d'eau, de fil de tissage. Nous avons aussi besoin d'un centre pour mener à bien nos activités. Pour pallier ce problème d'eau, le chef du gouvernement, à séance tenante, instruit son ministre compétent d'y réaliser dans de brefs délais un forage. Dans cette même détermination à mettre les populations de cette contrée à l'abri de la souffrance liée à la pénurie d'eau, Luc Adolphe Thiaw a tenu à se rassurer de la bonne évolution du chantier de construction d'un château d'eau d'une capacité de 1000 m3 par l'ONIA. 600 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la construction de cette infrastructure hydraulique de 23 mètres de haut. Un chantier qui se présente bien, mais qui accuse un léger retard pour des raisons que voici. Nous avons dû importer le fer à béton parce qu'il faut de fer à béton normalisé. Nous avons dû importer le coffrage parce qu'il faut du coffrage spécial. Nous avons dû importer les échafaudages que vous voyez, ce qui est étayé de la Chine. Donc, c'est des ouvrages
qui demande beaucoup de mobilisation en termes d'équipement qui souvent, pour répondre à la qualité requise de l'ouvrage, nous ne pouvons pas trouver ces équipements-là sur place. Ce château sera alimenté par le barrage de Itenga, une réalisation hydro-agricole datant de 1987 qui croupit aujourd'hui sous le poids de l'âge avec une digue en dégradation, l'ensablement qui va inquiétant. Pour permettre aux multiples usagers que sont les éleveurs, les pêcheurs et les producteurs de mener à bien leurs activités, des études de réhabilitation sont envisagées. À l'issue des visites, le Premier ministre a salué le dynamisme des populations de la région et a affirmé avoir été impressionné par les différentes réalisations, surtout le marché à bétail. Béon, Luc Adolphe Thiao, au micro d'Abdelaziz Yagibou. Le sens de ma visite dans cette importante localité, c'est d'abord pour saluer le dynamisme de ces populations, notamment dans le domaine du commerce. Vous savez très bien que Poutenga est une plaque tournante et sur le plan économique, c'est une localité qui pèse pour nous. Et je tenais donc également aussi à voir certaines réalisations donc, du gouvernement. L'une des plus grandes réalisations, bien sûr, dans son domaine, c'est le marché à bétail que nous avons vu et qui sera fonctionnel dans les tout prochains mois. C'est un grand investissement et de la manière dont nous l'avons conçu, nous pensons qu'il deviendra sans doute l'une des plus importantes plaques tournantes du marché à bétail donc, de la sous-région ouest-africaine. Et je constate que les travaux avancent très bien. Voilà, nous espérons que tout est rentré dans l'ordre et que nous allons pouvoir retrouver notre équipe déployée sur place à Bobo-Dioulasso pour la SNC 2014. Vous avez pour inviter le directeur général de la Semaine nationale de la culture. Bonsoir. Bonsoir Godefroy Bazé, je rectifie une fois encore. Notre invité s'appelle Baba Ama, ministre de la Culture et du Tourisme. Godefroy Bazé, j'espère que cette fois vous nous recevez 5 sur 5. Nous sommes au stade Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso. C'est dans cette cuvette consacrée au sport que se déroulera la 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Il faut rappeler que la Semaine nationale de la culture a été créée en 1983 sous la Révolution. 17 ans après, la Biennale tient la route et nous sommes à la 17e édition. Notre invité, Baba Ama, monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir Kombari. Demain, c'est le grand jour pour la Biennale de la culture burkinabé. C'est vrai, vous n'êtes pas le président du comité d'organisation. On peut dire que tout est prêt, comme d'habitude on aime à le dire. Vous me permettrez avant tout propos d'avoir une pensée à toutes celles et à tous ceux qui, avec abnégation, avec courage et avec un esprit de don de soi, ont contribué donc à faire en sorte que nous arrivions à cette phase finale. Je pense donc à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis les phases éliminatoires. Je voudrais également avoir une pensée pour tous les membres des commissions du Comité national d'organisation qui travaillent sans relâche. C'est le lieu pour moi, en tout cas, de leur exprimer ma gratitude et à travers moi la gratitude du gouvernement et des plus hautes autorités de ce pays pour le travail qu'ils font. Cela dit, c'est vrai, c'est un long chemin qui est parcouru et je crois pouvoir dire qu'au regard de ce que nous avons pu constater au niveau donc, des préparatifs, c'est une édition de très belle facture qui va s'ouvrir demain, 22 mars, et qui va effectivement consacrer la 17e édition. Vous l'avez dit, une édition de belle facture, c'est le fruit quand même d'une innovation, les régionales. Et tout de suite dans ce reportage, on attendait que des troupes comme Gigia de la région de Tinkourou seront présentes ici à la SNC. C'est dire que cette année, on va voir des originalités. Oui, parce que vous savez, les sélections régionales nous permettent aussi de faire des découvertes. Et comme vous le savez, la compétition est âpre. Vous avez vu dans les différents reportages, chaque troupe met les petits plats dans les grands pour véritablement venir à Bobo, non pas pour de la figuration, mais pour remporter des prix. Donc de ce point de vue, il y a également une compétition au niveau même des provinces, au niveau des régions, où évidemment les champions d'hier peuvent ne pas être les champions d'aujourd'hui. Donc cela est à mettre à l'actif de l'organisation régulière de cette édition, et cela dénote aussi du dynamisme des activités culturelles dans nos régions. C'est vrai que par moments, certains avaient estimé qu'on ne doit pas noter la culture. Mais est-ce dit dans cette compétition, c'est la chorégraphie qu'on regarde. Qu'est-ce qui fait le plus pour qu'une troupe passe?
Non, je voudrais tout de suite rassurer tout le monde. Il ne s'agit pas de comparer la danse de force de mes cousins Bobo avec la danse de grâce venant donc du Sahel. Non, il ne s'agit pas de comparer cela. Mais il s'agit à travers ces compétitions d'amener nos troupes vers l'excellence et le professionnalisme. C'est pour dire que les différents membres du jury mettent l'accent sur des critères d'ordre technique. L'occupation de l'espace, la chorégraphie, tout ce qui constitue des problèmes de synchronisation, etc. etc. Cela permet de donner une meilleure qualité aux différentes prestations. Ça, c'est vraiment des critères vraiment primordiaux, mais c'est sûr et certain que vous ne pourrez pas comparer des danses qui ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres que ce n'est pas de cela qu'il s'agit lorsqu'on met en place des jurys qui apprécient. Vous pouvez avoir deux troupes qui font du warba, mais par rapport à au costume, à la recherche qui a été faite dans l'occupation de l'espace, mais vous allez trouver qu'il y a une qui certainement se présente mieux qu'une autre. Et donc la vocation de la Semaine nationale de la culture, c'est de pouvoir tirer tout le monde vers le haut. Donc ces critères vont dans ce sens, mais ce ne sont pas des critères comparatifs. Je voudrais dire aussi qu'il y a un autre aspect de la Semaine nationale de la culture qui permet d'éluder cet aspect compétition auquel beaucoup de personnes pensent, c'est les plateaux off, c'est-à-dire qu'il y a des prestations qui sont hors compétition. Pour cette année, nous allons avoir environ plus de 80 troupes qui seront donc dans la section compétition, mais c'est un peu plus de 70 troupes qui vont faire de l'exhibition, donc qui vont présenter leur savoir-faire sans véritablement avoir la contrainte donc, de la compétition. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question parce qu'on a entendu tantôt qu'à Bobo, les artistes ont voulu par moment prendre en otage les plateaux off. Je pense que tout est résolu maintenant. Oui, tout est résolu, mais en même temps, moi je suis positif. Vous savez, on ne se bat jamais pour quelque chose qui est mauvais. Ok, monsieur le ministre. Donc s'il y a un engouement pour les plateaux off, c'est parce que ces plateaux off effectivement offre une opportunité à l'ensemble des artistes, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient en herbe, comme on le dit, de pouvoir donc se présenter à des promoteurs de spectacles, à un public même d'ailleurs, pourquoi pas, parce que c'est cela qui va permettre, c'est leur rampe de lancement. Donc on comprend pourquoi il y a cet engouement, mais en même temps j'attire l'attention des uns et des autres que nous aurions voulu programmer tout le monde sur ces plateaux-là. Ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible financièrement parlant, parce que ces prestations ne sont pas gratuites. Donc de ce point de vue, nous sommes obligés quand même de limiter, mais je crois que le directeur général de la Semaine nationale de la culture les a rencontrés. Je crois qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. La plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, vont certainement monter sur scène et ce sera donc à leur bonheur, mais également au bonheur également du public qui va certainement les découvrir. Monsieur le ministre, demain, quel sera le contenu de la cérémonie d'ouverture? On parle tantôt de plusieurs allocutions, mais aussi un spectacle. Oui, un spectacle. Et je crois que le clou de la cérémonie, c'est le spectacle qui est mené de main de maître par un chorégraphe de renommée internationale, Salia Sanou. Et le titre, c'est Yatigila. Et ça nous permettra de faire un voyage à travers toutes les facettes de notre culture, mais également mettre l'accent sur ce qui fait la spécificité de la ville de Sia en termes d'accueil, en termes de ville cosmopolite, en termes de valeurs traditionnelles, des valeurs ancestrales dont regorge donc cette cité qui accueille chaque 2 ans l'ensemble des artistes, l'ensemble du monde culturel burkinabé. Vous avez assisté ce soir à la répétition d'ensemble. Karim Cissé a assisté avant vous à cette répétition. Il faut dire qu'il y a 150 artistes, 300 jeunes bénévoles qui composent, qui entrent en jeu dans la chorégraphie du mois de Salia Sanou, dans la chorégraphie Djatilia. Et Karim Cissé était là pour vous suivre. Le stade Sangoulé Lamizana transformé en un gigantesque podium et c'est à l'occasion des préparatifs du spectacle d'ouverture de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2014. C'est ici qu'aura lieu la cérémonie inaugurale de la Biennale culturelle, quoi de plus normal que d'y faire des répétitions, question de s'approprier l'espace. Je prédis qu'au niveau de la préparation du spectacle d'ouverture, on avance tout doucement et sûrement. Et nous avons pris possession de l'espace du stade Omnisport Sangoulé Lamizana où aura lieu la cérémonie d'ouverture. Nous avons pris possession de l'espace, en tout cas pour peaufiner, pour faire les derniers réglages du spectacle d'ouverture qui s'intitule Djatigila, Djatigila qui veut dire l'hospitalité. Et à travers ce spectacle, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les Burkinabés à ce grand rendez-vous culturel du Burkina Faso. Du haut des gradins du stade, Salia Sanou, d'un œil vigilant, observe la répétition. Il faut de l'harmonie dans les mouvements et de la vivacité dans les gestes.
Tout cela se passe dans une ambiance bon enfant. Je peux dire que l'ambiance est très très bonne. Vous avez pu le constater vous-même, les jeunes sont très très motivés. Les danseurs, les artistes, ils sont tous très très motivés, en tout cas pour donner de ce qu'ils peuvent à travers ce spectacle au peuple burkinabé. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso est venu encourager les 115 artistes et 300 scolaires qui ont été sélectionnés pour le spectacle d'ouverture. Je suis donc venu au stade pour venir voir nos artistes qui sont en train de préparer une mise en scène pour l'ouverture de l'SNC. Donc la raison est que de venir voir comment ça se prépare, les encourager, les soutenir et voir ce que nous pouvons faire pour les appuyer au cas où ils ont des difficultés. Quand tu vois tout ce monde-là qui font en même temps, qui travaillent en harmonie, en même temps, c'est vraiment formidable. Donc, je suis très très satisfait. Mais bon, comme il le dit, ce n'est qu'un bout qu'on m'a montré. Nous pensons que vraiment, comme d'abord, de toute façon, je fais confiance à mon homo Sano Salia, qui toujours fait du beau travail. Le metteur en scène promet un spectacle inédit à tous ceux qui feront le déplacement du stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso le 22 mars 2014. Au terme des régionales, les différentes troupes qualifiées pour Bobo 2014 se sont tout de suite mises au travail. Dans la petite ville de Toussiana, une troupe a retenu notre attention. Il s'agit de la troupe Ketemafou que Moumouni Baro a supervisée. Voici son reportage. Petit à petit, l'on s'achemine vers la tenue de la 17e Semaine nationale de la culture, Bobo 2014. Les différentes troupes qualifiées lors des éliminatoires régionales en danse traditionnelle n'ont donc pas du repos en ce moment. Les répétitions se multiplient et chaque troupe a l'ambition d'y aller de son génie pour retenir l'attention du public et du jury officiel. Ainsi, la troupe Ketamafon de Toussiana, première en éliminatoire régional dans les hauts-bassins, en pleine répétition ici, n'entend pas faire de la figuration après 2 participations ratées en 1996 et en 2006. Sur le plan organisationnel, je me dis que ça va aujourd'hui. Les femmes là, elles ont confiance en elles. Donc je peux dire que nous, on est prêts à affronter les autres troupes. Et nous, on est prêts à aller remporter ces lauréats. Surtout qu'on est premier de la région en poule adulte danse traditionnelle. Ça veut dire que c'est toute la région qui a l'œil sur nous. Donc aujourd'hui, nous, on est prêts à sauver l'honneur de la région. On fait des répétitions il y a depuis 3 mois. Donc on fait confiance à nous-mêmes qu'on peut emporter la victoire. Les assistants culturels suivent avec attention les gestes et faits des danseuses. Tout cet ensemble doit se dérouler dans l'harmonie avec le respect des règles imposées. Nous encadrons la troupe et au niveau de la troupe, dès que nous arrivons, nous avons déjà les critères de notation et nous travaillons avec ça. Nous les apprenons à respecter les critères de notation, à se mettre en harmonie et à agencer les pas et à rentrer dans les règles d'or de la SNC pour pouvoir être compétitif sur le plan national et sur le plan international. En tous les cas, la Semaine nationale de la culture Bobo 2014, dont l'ouverture officielle est prévue le 22 mars, s'annonce sous de bons auspices, car aucune troupe ne veut repartir à la maison sans la moindre récompense. Karim Sissé a suivi, lui, quant à lui, les troupes de Bobo-Dioulasso. Il faut dire que la ville haute sera évidemment à Bobo de 2014. Suivons son reportage. Au fur et à mesure que les jours passent, les nominés de la commune de Bobo-Dioulasso à la Semaine nationale de la culture SNC multiplient les répétitions. Ici au centre Siraba, la troupe Serekini qui va évoluer dans la catégorie chœur populaire est depuis plusieurs mois en pleine préparation. Décrocher un premier prix à la SNC n'est pas une mince affaire et cette troupe qui a sa 3e participation le sait bien. Les préparatifs, ça va. Ça va, on se plaint pas, c'est dur mais on fait avec la chose. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est confiant. Ça va aller. La première fois, en 2010, on a été 3e. La deuxième fois, on a été 1er. Et maintenant, c'est la 3e fois. Et on garde toujours notre place. À l'Institut des jeunes Soudi Faso, c'est la même ambiance. Ces enfants compétiront en catégorie ballet pour jeunes. Et leur entraîneur Yaya Sanou met la bouchée double pour offrir un spectacle à la hauteur des attentes des membres du jury. Au début,
c'était un peu dur pour moi. Je me suis fait aider par les enseignants d'ici qui m'aidaient à expliquer ce que je voulais transmettre aux enfants comme message. Et après moi, je me suis inséré à l'école ici pour suivre la formation des signes, la langage des sourds, comme j'ai compris ça. Mais là maintenant, à travers ces signes-là, j'arrive à communiquer facilement avec les enfants. Et maintenant, quand je leur transmets les mouvements, les pas de danse, chaque pas de danse a un signe. Donc les pas de danse que je leur donne, je crie et je crée aussi des signes avec ces pas de danse-là. Et maintenant, pour leur transmettre la musique maintenant, tout se passe au niveau de leurs yeux. Vous voyez, les enfants ne peuvent pas danser pendant longtemps en donnant dos à moi, parce que tout se passe là. S'ils donnent dos, ils vont danser au contre-temps de la musique, parce que eux, leur musique, ça se passe là. Tout est guidé par les doigts qui sont là. Assis dans son atelier, Roland Kaboré, pinceau à main, creuse du fond de son imagination pour présenter un tableau qui sortirait de l'ordinaire. C'est la toute première fois que ce jeune artiste plasticien prenne part à une telle compétition. Et pour cela, il n'a pas droit à l'erreur. Sur le terrain, des équipes mises en place par la commune de Bobo-Dioulasso sillonnent la ville pour encourager les nominés. Comme vous le savez, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et le conseil municipal viennent donc de soutenir les artistes à environ 2 millions de francs CFA pour qu'ils soient assez compétitifs à cette GPNAL de 2014. Donc il était tout à fait normal que nous puissions aussi, au-delà du soutien financier, que nous puissions être sur le terrain avec eux pour les témoigner donc, du soutien de la commune de Monsieur le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, mais de toute la ville de Bobo-Dioulasso. C'est à partir du 22 mars 2014 que débuteront les différentes compétitions. Et les 32 nominés de la commune de Bobo-Dioulasso espèrent faire honneur à la capitale culturelle du Burkina Faso en décrochant le maximum des trophées. Monsieur le ministre, parmi les 32 troupes qualifiées de Bobo, qualifiées pour la biennale, on vient de voir une troupe de jeunes sourds mieux. Quel commentaire? C'est pour dire qu'ils ont les mêmes compétences que tous ceux qu'on considère comme des gens normaux. Donc je crois que ce qui est à saluer ici, c'est cette capacité à surmonter ce que nous considérons, nous, comme une sorte de handicap. Donc c'est pour dire que de la même manière que ce sont des élèves qui peuvent véritablement réussir dans le cursus scolaire, dans tous les domaines d'activité, il y a une possibilité de surmonter son handicap pour peu qu'il y ait un encadrement, pour peu qu'il y ait un soutien. À cette biennale également, vous attendez des tourneurs. Il faut rappeler que la Semaine nationale de la culture a 30 ans. Lorsque vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, est-ce que vous êtes de ceux-là qui croient qu'il faut repenser la Semaine nationale de la culture? Pourquoi pas? Je pense qu'on peut toujours organiser des colloques, des séminaires, des ateliers, on peut toujours continuer la réflexion parce qu'on doit être dans une dynamique. De toute façon, une manifestation ne doit pas être statique. Il y a eu une idée de départ lorsque cette manifestation a été lancée. Il y avait des objectifs qui étaient fixés. C'est vrai, c'est tout à fait normal qu'on puisse de temps en temps faire une halte, voir si ces objectifs ont été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et surtout, ce qui est important, être à l'écoute des acteurs eux-mêmes. Voilà, pour savoir qu'est-ce que la Semaine nationale de la culture a pu leur apporter, qu'est-ce que la Semaine nationale de la culture devrait faire davantage. Si on est à leur écoute, je crois qu'on aura réussi donc le pari que s'est fixé la semaine, c'est-à-dire être donc au service de la culture du Burkina Faso. Vous entendez sur le comité d'organisation, toutes les troupes sont prêtes, mais on ne peut pas faire de spectacle sans public. Vous avez certainement un message à l'endroit des Bobolais. Je crois que les Bobolais ont une chance inouïe, c'est de pouvoir dans un même espace, c'est-à-dire chez eux, d'avoir toutes les nationalités du Burkina Faso chez eux. C'est une chance. Donc de ce point de vue, c'est une chance à saisir, c'est une opportunité à saisir. Je les invite donc à prendre d'assaut les quelques 19 lieux où vont se dérouler ces activités-là pour non seulement se ressourcer, mais également encourager, applaudir et véritablement pousser ces artistes-là à aller plus loin dans le sens donc de la valorisation de notre patrimoine culturel. Merci, monsieur le ministre. Merci. Godefroid Bazé, c'est tout pour cet entretien, c'est tout également pour la page, j'allais dire, SNC, même si elle n'a pas véritablement commencé. Merci. Voilà, merci Évariste Kombari, merci au ministre de la Culture et du Tourisme, Baba Ama.
Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a organisé hier un dialogue démocratique. Le thème retenu était les agendas de la société civile et des partis politiques dans un régime constitutionnel en crise. Ce dialogue a connu la participation des représentants du CDP, des organisations de la société civile et des partis de l'opposition. Objectif de cette rencontre, amener la société, tous les acteurs de la société à mieux appréhender leur rôle dans le contexte politique actuel. Reportage Bouma Ernest Nébier. Les participants à ce dialogue politique organisé par le Centre pour la gouvernance démocratique ont échangé sur les rôles respectifs que doivent jouer les partis politiques et les organisations de la société civile dans le contexte politique actuel burkinabé. Mais je pense qu'un des points de consensus du débat que nous avons organisé ce soir, c'est de montrer qu'il est possible par la discussion, par le compromis, qu'il est possible que les organisations de la société civile, les partis politiques et les citoyens arrivent à des solutions politiques à des difficultés qui sont peut-être conjoncturelles. Les débats se sont ensuite focalisés surtout sur l'organisation du référendum qui permettra à Blaise Compaoré de se présenter à l'élection présidentielle de 2015. C'est pour les représentants du parti majoritaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, la consultation du peuple par voie référendaire est nécessaire pour départager les acteurs politiques. Pour les partis de l'opposition et certaines organisations de la société civile, l'organisation d'un référendum est inutile et pourrait même engendrer une fracture sociale. De l'avis du professeur Louada, l'organisation du référendum pose problème du point de vue politique et juridique. Du point de vue juridique, il y a la question de la procédure. Quel article de la Constitution va servir de fondement à la tenue d'un référendum? Et nous avons posé la question aussi de qui formule la question et qui décide de l'objet du référendum. Donc il y a des questions qui se posent en amont et puis il y a des questions qui vont se poser aussi en aval au niveau de l'opportunité politique. On sait très bien que c'est une question qui divise les Burkinabés et donc je ne crois pas que l'organisation d'un référendum dans le contexte actuel contribue à résorber la fracture entre Burkinabés. Donc la seule solution qui reste, c'est de parvenir à des discussions, d'utiliser le moyen de la discussion. Cette rencontre d'échange avait aussi pour objectif d'attirer l'attention des acteurs politiques sur les préoccupations réelles des populations qui sont entre autres l'accès à l'eau potable, la santé, l'emploi et l'alimentation. Ils sont invités à ne pas les occulter dans les débats. Une délégation du port autonome de Cotonou effectue depuis hier une visite de travail au Burkina, conduite par le directeur général du port. Elle a eu aujourd'hui à Ouagadougou 2 séances de travail. La première avec les responsables de la Chambre de commerce et la seconde avec le Conseil national du patronat burkinabé. Dans l'une comme dans l'autre rencontre, il s'agissait de présenter les investissements et tout le processus de modernisation du port de Cotonou, une opération de charme en quelque sorte. Aboubakar Sagnon. Constituée d'une quarantaine de membres, la délégation de la communauté portuaire de Cotonou est venue présenter aux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina les atouts et les avantages concurrentiels qu'offre le port de Cotonou. Et selon son directeur commercial, des investissements ont été réalisés afin d'accroître la capacité d'accueil du port qui peut recevoir désormais des navires de dernière génération. Le port a également procédé à l'aménagement de nouveaux terminaux pour faciliter la gestion des flux des marchandises. En termes de réforme, un guichet unique a été institué pour la célérité des formalités et la réduction du coût des opérations. L'ensemble de ces réformes a donc permis de réduire fondamentalement les temps. 1, celui de passage de la marchandise. 2 mois, le temps de passage à 7 jours. Deuxièmement, le temps de séjour des camions. Avant, il fallait entre 11 et 15 jours. Aujourd'hui, il est de 7 heures. Deuxième ou troisième type d'avantage, c'est le guichet unique. Nous l'avons dit, 2-3 heures pour accomplir le parcours du combattant que les gens accomplissaient avant. L'économie burkinabé connaît quand même des mutations importantes du fait de l'accroissement de la production minière. Et puis il y a de grands projets comme celui de Bagrépole, donc ce pôle de croissance agricole. Et donc nécessairement, nous aurons besoin d'utiliser un corridor, soit pour évacuer cette production,
ou bien pour importer les intrants dont on aura besoin. Le volume du trafic des marchandises burkinabais au port de Cotonou est passé de 300 000 tonnes en 2012 à 364 000 tonnes en 2013, soit une augmentation de 21%. Mais ce chiffre ne représente que 4% du trafic total du port de Cotonou. Les investissements, la modernisation et l'informatisation des procédures, expliquées également au Conseil national du patronat, visent à rendre donc le corridor béninois plus attrayant et à gagner la confiance des opérateurs économiques burkinabés. Autrefois, le délai était très long. Il y avait beaucoup de tracasseries. Mais avec ce qui se prépare, je pense que ce serait quand même très intéressant pour nous. Sinon, ce n'était pas facile autrefois. Selon les responsables du port autonome de Cotonou, d'autres réalisations seront faites en vue de satisfaire davantage les besoins des pays sans façade maritime. Il s'agit notamment de la construction d'un deuxième port et d'un port sec. La Banque régionale de solidarité BRS change de dénomination et devient Aura Bank après son rachat par Aura Group. Les nouvelles autorités ont rencontré la presse pour présenter les contours d'acquisition de la BRS, mieux faire connaître le groupe et évoquer les changements qui vont s'opérer en faveur de l'institution bancaire. Reportage Drissa Séré. Dès ce lundi 24 mars 2014, la Banque régionale de solidarité sera parée aux couleurs de Aura Bank. Ainsi, la banque de niche opérant essentiellement sur le secteur de la microfinance sort de la zone de turbulence pour se positionner comme une banque universelle avec une palette de nouveaux services et de nouveaux produits. Aura Group a mis dans la cagnotte 15 milliards de francs CFA pour acheter la BRS et recapitaliser une banque en proie à de nombreuses difficultés. Je reprends tout de suite pour dire que les difficultés de la BRS sont derrière nous, puisque ce sont des difficultés qui ont amené à une restructuration institutionnelle et financière de la BRS. Aujourd'hui, ces questions sont réglées et maintenant, il s'agit de développer vraiment nos activités avec le nouveau groupe qui est Aura Bank. Avec un capital de 61 milliards de francs CFA, il est question pour les responsables de Aura Group de faire en sorte que cette institution compte dans le paysage bancaire africain. Le groupe est présent dans 4 zones monétaires et 12 pays. Pour l'administrateur directeur général adjoint, à travers cette opération, la BRS pourra bénéficier des avantages d'un groupe expérimenté et représentatif. La différence se situe à 2 niveaux. Premier niveau, au niveau de la clientèle, nous allons nous ouvrir à l'ensemble de la clientèle du marché, entreprises, États, PME, PMI, particuliers. Et la deuxième différence se situe au niveau des produits et des services. Nous allons diversifier la gamme des produits. Nous allons amener de nouveaux produits. En ce qui concerne la situation des travailleurs, le staff est on ne peut plus clair. Il n'y aura pas de plan social. Aucun poste de travail ne sera perdu. Au contraire, il se trouve que historiquement, pendant la période de restructuration, il y a eu des départs, des gens qui ont été débauchés par d'autres confrères de la place. Et donc aujourd'hui, techniquement, on serait plus en position de recruter que de licencier des gens. Un élément important à souligner, le groupe fait du financement du secteur productif une priorité. À cet effet, une ligne a été créée. Aura Group va mobiliser 15 millions d'euros pour financer les PMI-PME. La maîtrise de la croissance urbaine et les stratégies de mobilisation des ressources ont constitué les pierres angulaires du premier conseil d'administration du secteur ministériel CACEM, de l'habitat et de l'urbanisme qui s'est tenu à Koudougou. Avec des besoins sans cesse croissants du foncier urbain, l'État propose aux citoyens de s'investir dans la construction en hauteur. Isaïe Parkouda, reportage à Koudougou. La plupart des villes burkinabées sont caractérisées par une croissance exponentielle des populations, alors que les équipements urbains demeurent insuffisants selon le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Placé sous le thème « Maîtrise de la croissance de nos villes pour un développement urbain durable », ce conseil d'administration premier du genre pour cette année 2014 va servir de cadre de réflexion sur le processus de planification et d'aménagement urbain, mais également un tremplin pour trouver les sources de financement nécessaires à la maîtrise de cette croissance. Le thème central de notre CACEM, c'est la maîtrise donc, du développement des villes et avec les réflexions sur les mécanismes du financement des infrastructures urbaines. Nous allions continuer donc dans l'élaboration des outils de planification, dans l'aménagement urbain, à savoir donc les lotissements, les premiers lotissements de certaines communes. Nous allions continuer notre politique donc de la réflexion et la mise en œuvre des idées que nous avions pour rendre le logement décent, accessible
au maximum de Burkinabés. Il faut, selon le ministre Yacouba Bari, développer les techniques de construction en hauteur pour pallier l'insuffisance du foncier urbain. L'État, de son côté, reste acteur de premier plan dans la mise en œuvre des mesures de planification et de réglementation et la promotion de la gouvernance urbaine. Nous allions effectivement continuer à jouer notre rôle de maître d'ouvrage délégué pour le compte de l'État à travers les réalisations que l'État engage, soit dans le cadre du 11 décembre, soit dans les travaux de construction de bâtiments administratifs. Mais notre ambition, c'est que les villes, on arrête l'étalement des villes et qu'on essaie d'aller en verticalité parce que les équipements posent problème et il ne faut pas construire des cités dortoirs. Le ministère se réjouit de l'adoption des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme adoptés en 2013. Ces schémas constituent des documents de programmation pour une meilleure implantation des équipements socio-économiques au Burkina Faso. Le Burkina prépare une stratégie appropriée de lutte contre le péril plastique, un combat de longue haleine qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs, producteurs, importateurs, revendeurs et utilisateurs, d'où cet atelier qui vise à présenter les réponses du ministère de l'Environnement et du Développement durable à la problématique des déchets plastiques. Reportage Yolande Lompo. Après les opérations zéro sachet plastique qui ont connu peu de succès, le ministère de l'Environnement et du Développement durable vient d'élaborer 2 avant-projets de loi portant l'un sur l'interdiction des emballages plastiques et l'autre sur la taxation des produits plastiques pour venir à bout du phénomène. Seconde du genre, après celle de Koudougou, la présente rencontre vise à informer, sensibiliser et conscientiser les différents acteurs sur les 2 avant-projets de loi dont l'adoption est en cours, car ces sachets plastiques ont des conséquences néfastes sur le budget des ménages et sur l'élevage. Il faut essayer de réglementer cela. C'est pour cela que nous tentons donc à travers cet avant-projet de loi d'interdire ces sachets plastiques cancérigènes et pour pousser les Burkinabés à aller vers ce qu'on appelle des emballages biodégradables. Parce qu'il y a des solutions de rechange. Toutes les fois que nous sommes sortis, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie, nous avons amené des adresses de promoteurs, d'entreprises, d'industriels qui sont prêts à fournir à nos commerçants, vendeurs de sachets plastiques là, des emballages biodégradables. Il faut aussi qu'on fasse la promotion en tissu. Un pays producteur de coton, beaucoup de résidus de coton, ça la perte. Le papier, le carton. Donc tous ces éléments-là, il faut que nous les valorisons parce que les solutions existent pour avoir des produits bio, des produits durables à moindre impact environnemental. Pour réduire cette pollution, plusieurs pays d'Afrique ont déjà opté pour une interdiction d'importer, de produire et d'utiliser les sachets et emballages plastiques. Et au Burkina Faso, des ressources seront mobilisées pour la création de filières de traitement de ces déchets. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose sera célébrée demain. En prélude à cette commémoration, l'Association des étudiants en médecine du Burkina a organisé des activités à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako. Le dépistage des détenus et les examens dermatologiques ont été effectués pour permettre à ces personnes en privation de liberté de vivre sainement et surtout dignement. Lazare Pouya. C'est la deuxième activité commémorative de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose de l'Association des étudiants en médecine du Burkina. Cette fois, c'est la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou Mako qui a retenu l'attention de l'association. Ici, comme dans les autres prisons du pays, promiscuité et autres facteurs permettent la propagation de la tuberculose. Il y a un malade qui a été dépisté dans une prison qui a fait 21 jours sans bénéficier de traitement. Et finalement, ce malade a contaminé près de 17 personnes. Et seulement dans cette prison, donc, que je vous ai dit, on a compté les 17 cas sur les 35 que nous avons dépistés au niveau du Burkina. Ce sont ces statistiques de 2013 et les expériences vécues lors des différents stages pratiques à l'hôpital Yalardo qui ont amené l'association des étudiants en médecine à l'action. Il s'est avéré que la majeure partie des patients qui venaient au service pour des toux chroniques provenaient de la Mako, venaient en fait de la Mako. Et il y a 2 ans de cela, nous avons fait le constat et les étudiants en médecine regroupés en association ont décidé de faire quelque chose. Des séances de dépistage, des examens dermatologiques et un repas communautaire avec les détenus et le personnel de la Mako seront organisés. Le mot d'ordre de cette année, c'est de toucher les 3 millions de personnes qui sont censées n'être pas détectées chaque année, de les dépister, de les guérir et pour qu'on en finisse avec la chaîne de transmission.
Cette activité se mène simultanément à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Fadam Gourma. Nous les accompagnons et l'équipe de la dermatologie va passer en revue l'ensemble des détenus qui vont s'y prêter de la tête aux pieds, en regardant d'abord est-ce qu'ils ont des symptômes de maladie cutanée et ensuite en examinant pour voir quel est le type de symptômes de maladie cutanée qu'ils ont. Au cours de ces 48 heures, 50 étudiants en médecine issus des 750 membres de l'association vont se mettre à la disposition des détenus de la Mako. La coordination des mouvements associatifs du Houé a été installée le 15 mars dernier. Les associations veulent jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement en unissant leurs forces. Cette structure fêtière sera ainsi la porte-parole des associations auprès des autorités afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur programme d'activité. Karim Sissé, reportage. Je vous déclare investis dans vos postes respectifs. Ainsi sont installés les membres de la coordination des mouvements associatifs provinciaux du Houé, au nombre de 56 avec toutes les sensibilités sociales. Ils vont servir d'interface entre les autorités et les mouvements associatifs qui œuvrent dans tous les domaines de développement. C'est vraiment très compliqué. Les associations sur le terrain ont la bonne volonté, mais il y a des soucis pour pouvoir concrétiser leurs activités. Nous allons élaborer, bien entendu, des plans d'action que nous allons soumettre aux autorités. Et puisque les questions de développement interpellent plus d'un, cette initiative enregistre déjà le soutien des autorités. C'est une très bonne initiative. Ça fait une fédération, un grand groupe et l'union fait la force, comme on dit. Et plus ils sont nombreux, plus ils pourront mieux agir. Et nous comptons vraiment sur eux pour le développement de la localité. Il fallait forcément créer une association de ce genre fêtière pour pouvoir organiser les jeunes. Parce que nous sommes tous d'accord que les jeunes constituent la relève de demain. Et pour avoir une bonne relève, bien sûr, il faut une organisation. Désormais, les mouvements associatifs peuvent compter sur cette coordination qui s'est dit prête à les accompagner pour contribuer au développement de la province du Houé, de la région des Hauts-Bassins et partant du Burkina Faso. Le nonce apostolique a remis mercredi dernier à Ouagadougou les insignes de commandeur de l'ordre de Saint-Georges-le-Grand à Joseph Hage, opérateur économique bien connu au Burkina puisque présent dans le pays depuis 46 ans. Cette décoration à Joseph Hage est due à ses nombreuses actions en faveur de l'Église et des plus démunis. Le récipiendaire est issu de la communauté maronite catholique du Burkina, Jacques Lamissa Tarpaga. Joseph Hage, au nom de sa sainteté le pape, je vous fais commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand. Il est la 70e personnalité à recevoir l'insigne de commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, créé en 1831 par le pape Grégoire XVI. Joseph Hage fait ainsi partie des privilégiés par cette distinction pontificale à l'ambassade du Saint-Siège à Ouagadougou. La décoration, c'est l'insigne, mais aussi l'accoutrement de Saint-Grégoire. Tout simplement, merci à Monseigneur, nonce apostolique, de voir m'accorder, m'honorer de cet ordre de Saint-Grégoire le Grand. Moi, je pensais que je faisais mon devoir en notre être humain. Ce que le Dieu vous donne, il faut aider les autres. C'est ce que j'essaie de faire. Et je ne savais pas que je méritais cette distinction. Joseph Hage est le responsable de la communauté maronite catholique au Burkina Faso, forte de 650 membres. Son engagement dans l'Église, la charité et la solidarité durant ses 46 ans de vie au Burkina lui ont valu cette reconnaissance de l'Église famille. Aussi, il aide beaucoup la communauté burkinabé pour tous les besoins que la communauté a, soit pour les problèmes concernant l'Église catholique, soit pour les œuvres de charité en faveur du peuple burkinabé. Et aussi pour l'aide qu'il a donnée avec ses conseils et sa générosité et son entreprise pour la construction de cette annonciature apostolique. L'ordre de Saint-Grégoire le Grand est accordé par le Vatican à titre civil ou militaire pour service rendu à l'Église. La distinction de Joseph Hage lui a été accordée par le pape Benoît XVI.
C'est tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi de bout en bout. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.